Franck Courchamp, vous êtes également directeur de recherche au CNRS et écologue. Au sein du laboratoire écologie systématique et évolution à l'Université Paris-Saclay, vous avez contribué aussi à de nombreux rapports pour le GIEC, pour l'IPBES qui a été mentionné tout à l'heure, mais aussi la Convention de la diversité biologique. Vous êtes également lauréat de la médaille d'argent du CNRS en 2011, cette fois, et aussi très investi dans la communication de la science, ça vous rapproche aussi ce point, avec notamment des livres, des documentaires de vulgarisation, ou encore votre participation au groupe d'appui à l'expertise et d'expertise scientifique à la formation écologique des hauts fonctionnaires. Donc, je vais tenter de répondre à la question qui nous réunit aujourd'hui, mais sur un champ un peu connexe de celui du changement climatique, puisqu'il s'agit de la biodiversité. Donc, on parle plus volontiers dans mon domaine de changements globaux. C'est un autre aspect, mais qui, vous allez le voir, est totalement lié. Alors, je vais faire une introduction assez courte sur ce que c'est que la biodiversité. J'ai vu que le concept était présent en pointillé dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Je vais me focaliser quand même sur des points assez essentiels, même si je vais aller très vite, comme celui de la valeur ou des valeurs de la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'on parle de biodiversité? Pourquoi est-ce que c'est important? Il y a deux grands types de valeurs. Il y a la valeur instrumentale, ou la valeur qu'on appelle aussi utilitaire, qui est la valeur pour ce que la biodiversité peut apporter aux humains, et la valeur intrinsèque, donc indépendamment de ce que cela peut nous apporter. Je ne vais pas tellement aller sur la valeur intrinsèque, mais plus sur la valeur instrumentale. Je vais expliquer brièvement qu'on parle de biens et de services que la biodiversité nous apporte. Évidemment, la nourriture, en premier lieu, tout ce qu'on mange, c'est de la biodiversité. On oublie assez souvent que moins de 3% des plantes qui sont disponibles pour l'alimentation sont en fait utilisées. Et nous avons 12 espèces qui fournissent les 3/4 de l'alimentation mondiale. Nous avons aussi les matériaux, même si on a souvent l'impression qu'on vit dans du béton et du verre. Ici, c'est un contre-exemple, puisqu'on a pas mal de bois, par exemple. Donc, le bois, la laine, le coton, chanvre, lin, soie, cuir, etc. Plus de 2 milliards de personnes utilisent le bois comme source unique de combustible pour se chauffer, pour cuire leur nourriture, etc. La médecine, évidemment, on pense souvent que c'est l'industrie chimique qui nous fait la médecine. On oublie souvent que les 2/3 des molécules qui sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique proviennent directement de l'exploitation des plantes à l'état naturel et qu'environ 4 milliards d'individus dépendent encore principalement des médecines dites naturelles. Et puis, il y a les services, après les biens, donc on l'a déjà évoqué. Il y a pas mal de types de services différents. Je vais pas du tout passer sur tout ce qui est régulation du climat, de l'eau, de l'air, la biodégradation, etc. Je vais juste en parler d'un, parce qu'on en entend souvent parler, et parce qu'il importe plus facilement aux gens qui s'intéressent au financement, c'est la pollinisation. 80% de nos cultures ont besoin de pollinisation animale. Et cela, en fait, concerne des sommes assez importantes, puisque dans le monde, on considère que c'est à peu près 9,5% de la production agricole mondiale, soit 153 milliards de pertes annuelles à cause de la perte des pollinisateurs. Un autre exemple de financement important, c'est la dégradation des sols. La biodiversité qui contribue à maintenir la qualité et la fertilité des sols. Elle est essentielle pour l'agriculture, pour la sécurité alimentaire, la régulation du climat, la prévention des catastrophes naturelles. Et là, les pertes mondiales sont estimées à 1,3 trilliard, donc c'est des milliers de milliards de manière annuelle au niveau mondial. La pollution de l'air, de l'eau et des sols, encore des chiffres qui sont très importants, 5,1 trillions par an. Et puis, les invasions biologiques. Alors, j'ai mis cet exemple parce qu'on en entend très peu parler, et puis aussi parce que c'est ma spécialité. Et là, les coûts annuels, c'est 423 milliards de dollars par an. Donc, les invasions biologiques, les espèces qui sont mises dans des écosystèmes où elles n'ont pas évolué, par exemple d'un continent à l'autre, c'est à peu près 423 milliards, c'est plus de 80 fois les budgets annuels combinés de l'OMS et de l'ONU.
c'est l'ordre de grandeur des catastrophes naturelles dans le monde. Et puis, il y a la valeur intrinsèque, dont je ne vais pas parler, qui est aussi la valeur des espèces pour elles-mêmes. Si vous voulez, on pourra reparler de pourquoi j'ai mis un pou ici. Donc, cette biodiversité qui a une importance forte, elle est aussi en déclin important. Donc ici, c'est une des figures clés du rapport de l'IPBES. Donc l'IPBES, pour raccourcir, c'est le GIEC de la biodiversité. La première évaluation mondiale a lieu en 2019 et le chiffre clé était 1 million d'espèces d'animaux et de plantes sont menacées d'extinction à court terme dans les prochaines décennies, ce qui n'a évidemment jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Et vous voyez ici sur cette courbe qui est un petit peu contre-intuitive, puisque plus ça monte, moins c'est bien, c'est l'accumulation des pourcentages d'espèces qui se sont éteintes depuis les 300 dernières années, 400 dernières années, dans différents groupes taxonomiques. Et vous voyez que c'est des courbes exponentielles à chaque fois. Et un autre chiffre important, enfin un autre graphique important, c'est les taux d'espèces actuellement menacées dans différents groupes. Et vous voyez que ça peut aller jusqu'à 2/3 dans certains groupes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important au niveau quantitatif. On parle souvent de l'empreinte humaine. Alors, il y a différentes façons de la visualiser, comme par exemple des cartes comme ça, avec des indices qui sont calculés pour prendre différents facteurs en compte. Et vous voyez qu'ici, en France, on n'a pas forcément des leçons à donner aux autres pays. Un autre aspect que j'aime bien pour démontrer cette empreinte humaine, c'est la biomasse, c'est-à-dire la masse combinée de tous les êtres vivants. Et ici, une étude assez récente d'un collègue qui se focalise sur les mammifères marins et terrestres, et qui montre que maintenant, seulement 6% de la biomasse combinée de tous les mammifères, c'est les mammifères sauvages. 94%, c'est les hommes et leur bétail. Alors, en France, un petit focus sur la France. Donc, la France, elle est importante au niveau biodiversité. 10% des espèces connues sur la planète sont en France. Plus de 600 nouvelles espèces sont décrites par an. Donc, on continue à enrichir notre répertoire parce que la recherche progresse pour découvrir les espèces qui sont présentes, mais qu'on n'a pas encore découvertes. On a plus de 10% de la superficie mondiale corallienne, plus de 20% des atolls mondiaux, avec des services écosystèmes très importants pour les coraux. On a des territoires d'outre-mer avec une richesse très, très importante. Par exemple, un hectare de forêt en Guyane peut abriter plus de 300 espèces d'arbres, c'est-à-dire plus que tout ce qu'il y a dans l'Europe continentale. Il y a 20 000 espèces qui ne se trouvent qu'en France, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et évidemment, au niveau de déclin de la biodiversité, c'est non seulement un petit peu pareil, mais c'est même un petit peu pire qu'ailleurs. Plus d'une espèce sur 5 est menacée d'extinction en France. Et en fait, la France est sixième, c'est la diapo précédente, le 6e pays qui héberge le plus grand nombre d'espèces menacées. Alors, pourquoi est-ce que ces espèces s'éteignent? La pollution, la surexploitation, la destruction de l'habitat, les espèces exotiques envahissantes, les invasions biologiques et le changement climatique. Le changement climatique qui, pour l'instant, n'a pas encore eu un impact très, très important sur la biodiversité parce que ça commence à arriver seulement depuis quelques décennies et ça met du temps. La biodiversité est un petit peu lente à réagir aux choses. Mais c'est quelque chose qui, dans les années qui viennent, va prendre le pas sur le reste. Alors, évidemment, ce n'est pas un concours, un changement climatique, biodiversité, mais il faut vraiment réaliser que la communication de la science sur la biodiversité a une douzaine d'années de retard sur la communication de la science sur le climat. Il n'y a qu'à voir avec les COP, COP 28 climat, COP 16 biodiversité. Et on commence seulement à réaliser au niveau de la société l'importance de ce que cette perte de biodiversité va faire pour les sociétés. Alors, pourquoi c'est important ce lien entre le climat et la biodiversité? Tout simplement, pour les espèces vivantes, le climat, c'est le facteur premier qui fait qu'un environnement est favorable ou non. Prenez un renard, vous le mettez dans un milieu extrême, il y a seulement les renards type fennec qui vont vivre dans le milieu extrême chaud et le renard polaire dans le milieu extrême froid. Évidemment, si vous les inversez, ils ne vont pas s'y plaire.
Et en fait, pendant des décennies, les écologues ont essayé de chercher quels sont les facteurs qui décrivent le mieux les patrons de distribution des espèces sur le globe. Et en fait, on n'a jamais trouvé mieux que les facteurs climatiques généraux. Ce sont en fait eux qui déterminent les limites de tolérance des espèces. Alors, on va passer là-dessus, mais si vous voulez, on pourra y revenir dans les questions, qui font que si le climat change, les espèces vont disparaître. La biodiversité et le climat, c'est aussi beaucoup d'interactions et des synergies entre les deux, et aussi, du coup, une importance de ne pas essayer de régler l'un sans régler l'autre, puisque non seulement, sinon, on n'a fait que la moitié du travail, mais des fois, on peut arriver à des contresens. Alors, très brièvement, ça, c'est un graphe qui vient d'un des rapports de lien entre le GIEC et l'IPBES, et qui montre ici quels sont les effets des actions du climat sur la biodiversité ou de la biodiversité sur le climat. Et donc, lorsqu'on fait des actions sur l'une de ces grandes causes de changement global, qu'est-ce que cela va faire sur l'autre type de changement global? Et on voit qu'en fait, il y a énormément d'interactions, il y a énormément de liens. Alors, ça peut être bien parce que lorsque c'est en bleu ici, ça veut dire que c'est positif. Donc, lorsque, par exemple, on fait des actions sur le régime alimentaire, ici, si on change son régime alimentaire, ça va avoir que des effets positifs, non seulement sur le climat, mais aussi sur la biodiversité. Mais vous voyez aussi qu'en rouge, on peut avoir des effets qui sont néfastes lorsqu'on a une action, par exemple, sur le climat, et qu'on n'a pas pris en compte les effets sur la biodiversité. Alors, pour conclure, les deux pans de changement global, ces deux urgences environnementales, sont très similaires parce qu'elles sont globales toutes les deux, elles sont dues aux activités humaines, elles sont néfastes pour les humains, et elles sont résolvables par les humains également. Juste pour conclure, puisque on parle des engagements, est-ce qu'on est assez sur la bonne voie? Alors, il y a beaucoup d'engagements de la France, à l'international d'abord, avec la signature de la Convention sur la diversité biologique, les participations aux différentes COP. Ici, vous avez les accords de Kunming-Montréal, qui était la COP 15. Vous voyez ici un certain nombre d'engagements de la France, signés par la France, pardon. On sort le mois dernier de la COP 16 en Colombie. Et puis, au niveau national, on a aussi le plan climat-biodiversité et transition écologique du ministère de la Recherche, et puis la stratégie nationale biodiversité avec un grand nombre d'engagements aussi. Alors, ces engagements sont nombreux. Ils sont ambitieux, ils sont variés, ils couvrent de très nombreux sujets. Et on est bloqué. Est-ce que vous arrivez à me mettre la diapo suivante? Oui, c'est bon. Mais pour ce qu'il faut, ce qui en est de la question qui a été posée, est-ce que ces objectifs d'adaptation sont à la hauteur des règlements en cours et à venir? Sans langue de bois, ces engagements sont arbitraires. 30% d'air protégé, pourquoi pas 20%, pourquoi pas 40%? Ils sont vagues, protégés, ça veut dire quoi? En fait, c'est assez facile de dire qu'une aire est protégée si on ne la protège pas vraiment, si elle est protégée que sur le papier. C'est une des craintes actuellement. Ils sont insuffisants, évidemment. Lorsqu'on dit qu'on va protéger, qu'on va limiter de 50% les pollutions aux pesticides, par exemple, d'ici 2050, on peut se demander pourquoi juste 50%? Pourquoi est-ce qu'on garderait encore 50% de ces produits particulièrement néfastes pour la biodiversité? Et ils sont insuffisamment soutenus. Alors là, ce n'est pas mon expertise du tout, je parle sous le couvert de votre expertise à vous, c'est des chiffres que j'ai trouvés mais qu'il faut peut-être vérifier. Le financement, par exemple, de la stratégie biodiversité, c'est 1 milliard sur 8 ans. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais en 2020, l'État a subventionné les énergies fossiles à hauteur de 11 milliards. La filière aéronautique à hauteur de 15 milliards et 200 milliards pour les subventions aux entreprises en 2023. Est-ce qu'ils sont atteignables? Peu de progrès et aussi beaucoup de recul. Donc là, je mets juste des mots-clés, hein, néonicotinoïdes, glyphosate, etc. Mais il y a effectivement des inquiétudes sur le fait que ces objectifs soient atteignables. Dernière diapo. Les urgences de la biodiversité et du climat sont sans conteste
sans exagération, sans drama, sans catastrophisme, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et il est clair que la société, globalement, n'a pas encore pris pleinement compte ces enjeux et acté concrètement pour sortir de cette crise environnementale globale. Voilà, je vous remercie.